la sobriété foncière, donc nouveau concept avec notamment la loi climat et résilience. On avait l'habitude de la consommation de l'espace, qu'on a beaucoup entendu ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on passe de la réduction de la consommation de l'espace à l'absence d'artificialisation de l'espace, ce que est la sobriété foncière. Du coup, c'est d'infléchir son mode de faire la ville, d'arrêter l'extension des zones urbanisées pour venir réfléchir à plutôt du réinvestissement urbain, du recyclage de la ville sur la ville, et justement pour préserver tout ce qui est matériel agricole, terres agricoles, naturel, forestier, etc. Alors la loi récente climat et résilience, elle donne une définition de l'artificialisation en se basant sur la ressource sol, donc le sol comme ressource et écosystème qui rend un certain nombre de fonctions, des fonctions écologiques, des fonctions climatiques, etc. Et ce que dit la loi, c'est qu'un sol est artificialisé quand on a altéré tout ou partie de ses fonctions, par à la fois l'usage ou l'occupation du sol. La loi précise aussi par rapport aux documents d'urbanisme et de planification, comment doit se prendre en compte cette artificialisation, au-delà de la définition socle, et notamment, pour pointer un sujet par rapport à notre journée, c'est que les espaces végétalisés, notamment s'ils sont supports d'habitat naturel ou de production agricole, sont considérés comme non artificialisés. Doivent être considérés comme non artificialisés dans les documents d'urbanisme et de planification, et du coup ça donne un rôle à la question du végétal en milieu urbain. Ce que dit la loi aussi en termes d'objectifs, c'est que le zéro artificialisation nette, c'est pour 2050, donc l'objectif est fixé à 2050, et d'ici là, il demande aux différents documents d'urbanisme et de planification de fixer des objectifs tous les 10 ans. Et sur les 10 premières années, l'objectif c'est de diviser par 2 la consommation d'espace. Voilà, consommation d'espace qui est plutôt un changement d'usage entre un espace agricole, naturel et forestier vers un espace urbain, pour dire ça très vite. Voilà, donc du coup, l'objectif, c'est 10 premières années, on divise par 2 la consommation d'espace, et sur par tranche de 10 années ensuite, jusqu'à 2050, on fait en sorte d'avoir un équilibre entre artificialisation et désartificialisation pour arriver au zéro net. Alors, la démarche de sobriété foncière, elle est complexe et elle doit être menée de manière globale, à toutes les échelles. Ça commence donc par la loi qui a été impulsée par Climat et Résilience, avec le SRADET, où il demande de diviser par 2 la consommation de l'espace, puis à travers les SCOT, donc les schémas de cohérence territoriaux, où eux aussi vont devoir diviser par 2 sur l'ensemble de leur territoire la consommation de l'espace. Pour ça, ils vont devoir réquestionner les zones à urbaniser, ils vont devoir permettre de mettre des densités à minima sur leurs opérations, ils vont devoir également redensifier le tissu existant et donner surtout un mode d'urbanisation prioritaire pour le réinvestissement et le recyclage urbain et un mode complémentaire pour les extensions urbaines. Et toutes ces grandes notions devront être mises en œuvre à travers les PLU, où là c'est eux, à travers leur projet global et puis leurs OAP, leur zonage et leurs règlements, qui permettront de mettre en œuvre réellement la sobriété foncière avec différentes formes urbaines, puisque l'objectif n'est pas de faire que de la densification partout, de la bétonisation, mais faire une sobriété foncière de qualité, et donc travailler de la densification de qualité. Et là c'est plus complexe à mettre en œuvre, mais c'est vraiment le défi qui attend les prochaines années. Alors les outils, il y en a plein. Je parlerai d'abord peut-être des outils de mesure, avec par exemple l'Observatoire national de l'artificialisation qui fournit des chiffres de consommation d'espace de façon annuelle, et ce depuis 2009. Et du coup, donc, on a déjà sur les chiffres une rétrospective de 10 ans, donc ça peut beaucoup aider. Après, les outils de mesure, ils doivent être appropriés localement, donc ça n'empêche pas évidemment les territoires de développer d'autres outils, de bien se mettre d'accord sur les méthodes de mesure. Ensuite, il y a les outils de planification. Pour aider aussi à prendre en compte la sobriété foncière, au-delà de la planification, il y a la mise en œuvre. C'est à la fois peut-être des contractualisations, comment on finance tel ou tel projet, des chartes aussi. C'est aussi une modalité de contractualisation où on met des acteurs autour de la table et où en fait on se met d'accord sur une façon de gérer tel ou tel espace, par exemple. Il y avait l'exemple de la charte des parcs naturels urbains à Strasbourg. Donc du coup, ça permet de faire avancer un collectif ensemble. Et puis, évidemment, quand je parle de collectif, il y a aussi un rôle important des habitants, de la participation citoyenne.
où du coup on peut faire participer, notamment quand on végétalise la ville. On a eu l'exemple avec Lyon et différents jardinages, les jardinages de rue, les jardins partagés, etc. On peut aussi compter sur la population pour aider à gérer les différents espaces. Donc voilà, depuis le diagnostic assez macro jusqu'à la mise en œuvre et en utilisant toutes les forces possibles sur le territoire, il y a pas mal d'outils. Il y a aussi en amont le point de départ en fait, de toute cette démarche qui est de vouloir proposer un projet alternatif, plus positif, alternatif à la consommation d'espace. L'exemple de Mouansartou avec la volonté de garder une vie de village, même à 10 000 habitants, un caractère agricole et naturel au village, c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de positif qui vient emporter tout le monde. Donc, on peut rechercher ça à travers différents outils, comme les plans de paysage, qui sont des outils qui ne sont pas réglementaires, mais qui permettront à chacun de trouver sa place pour construire un projet commun. Les facteurs clés d'une démarche de réussite de sobriété foncière, c'est de pouvoir impliquer différents acteurs de l'aménagement du territoire, d'avoir ce chaînage de l'aménagement du territoire avec les différents services, les différents contractuels, mais aussi et surtout avec les habitants. Parce qu'au final, ceux qui vont la vivre au quotidien, ce sont les habitants et souvent ce sont eux qui peuvent faire le bouclier ou levier contre des projets de densification ou contre des projets de réinvestissement, de recyclage de friches. Et pour ça, pour une bonne sobriété foncière, il faut pouvoir inclure dès le début la cible qui sont les habitants. Pour faire avancer ce projet-là, il faut s'appuyer aussi sur les forces du territoire en ingénierie. Ça peut être évidemment les forces des collectivités, d'agences d'urbanisme, de CAUE, le département aussi, qui parfois est une agence technique, le CEREMA évidemment, dont je fais partie. Donc voilà, il y a aussi s'appuyer, se faire conseiller par différents acteurs qui pourront aussi aider à savoir quels outils utiliser, pour quoi faire. Je pense que ça, c'est quelque chose, il vaut mieux prendre le temps avant de mettre les acteurs autour de la table, y compris d'ailleurs les habitants, enfin, voilà, et de bien faire avec tout le monde, pour derrière arriver à quelque chose qui soit à la fois facile, enfin en tout cas dont la faisabilité de la mise en œuvre soit à peu près certaine. Pour ça, il faut avoir des outils qui le permettent, et notamment un bon PLU, un PLU avec différents leviers qui sont à la fois les orientations d'aménagement et de programmation, qui peuvent être thématiques à la fois sur les corridors écologiques, sur la nature en ville, etc., qui peuvent aussi avoir des formes urbaines, enfin des thématiques du coup formes urbaines, où là ça peut traiter différentes questions de densité et d'acceptabilité de la densité, parce que toute densité n'est pas bonne à faire, il y a des modes pour ça. Et puis c'est également un PLU qui a un plan de zonage et un règlement qui permet justement de cadrer au maximum les opérations, notamment sur les tissus qui peuvent muter, parce que parfois les habitants peuvent ne pas vouloir de densification, mais pour autant d'autres porteurs de projets y voient une manne financière sur leur terrain, et là le PLU qui n'a pas les bons outils aura difficilement la tâche de pouvoir freiner un projet de densification excessif sur ces secteurs-là. Alors, l'acceptabilité de la densification, elle s'est renforcée notamment avec la crise Covid, où on n'a pas tous eu le même confinement. Et une bonne densité, c'est quelque chose où on traite de l'intimité, où on n'a pas forcément de vis-à-vis sur ses voisins, où on n'a pas de nuisances auditives à entendre la vie des voisins, où on peut partager des espaces extérieurs, à la fois un balcon, un petit jardin ou autre, un parc juste à côté, voilà, et où on peut également avoir de la lumière, regarder le ciel et voir autre chose que son voisin d'en face, ça peut être aussi agréable. Et une bonne densité, c'est aussi un endroit où on peut circuler sans avoir forcément toujours plein de voitures en bas de garées, en ayant des bouchons, voilà, en ayant d'autres modes de déplacement que la voiture. Alors comme exemple inspirant, alors il y en a beaucoup, hein, il faut aussi regarder toutes les publications qui se font autour de ces sujets-là. Mais je citerai l'écoquartier Chaluçay à Toulon, qui dans sa démarche d'écoquartier, donc c'est une ancienne friche hospitalière, donc on réhabilite un espace déjà artificialisé et dans lequel le végétal a une place importante parce que sur les 3,5 hectares du projet, il y a 1,5 hectare qui est resté en espace vert. C'était un ancien jardin, mais le jardin est resté, a été restauré. Et d'autre part, il y a eu une démarche assez forte
autour de la surchauffe urbaine, donc l'îlot de chaleur urbain, la canicule quoi, en gros, pour limiter ça, notamment avec par exemple le choix d'essence d'arbres pour qu'il y ait une couverture d'ombre assez importante sur l'ensemble des espaces. Oui, un deuxième exemple qui peut être inspirant, quelque chose qu'on a repéré dans une série de fiches du CEREMA sur la désimperméabilisation et la renaturation, c'est le quartier, toujours un écoquartier, Victor Hugo à Bagneux, où il y a à la fois tout un travail autour de la désimperméabilisation avec plein d'actions différentes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces actions sont orientées autour d'un objectif. Donc il y a eu là aussi un jardin qui a été conservé, désimperméabilisé, les parkings aussi, avec une surface de parking désimperméabilisée, une ancienne voirie qui a été aussi désimperméabilisée pour faire une promenade végétalisée. Donc ce genre de travail où on est sur un écoquartier, donc l'objectif est aussi de répondre à un certain nombre de besoins, mais en gardant cette idée d'avoir un projet très lié à la ressource sol et à la végétalisation. Alors un potentiel intéressant de sobriété foncière, on en a un, enfin il y en a certains à Avignon, on en a un particulièrement qui est l'utilisation d'une ancienne prison, donc un équipement du coup qui appartenait à la ville, qui a été réutilisé, qui devient le projet de la Cour des Dons, donc c'est sur un site patrimonial puisqu'on est en continuité du Palais des Papes. Et sur ce site, on vient y refaire des logements, des commerces, des équipements publics, on vient y retravailler le stationnement et surtout on vient réouvrir cette grande emprise vers le reste de la ville qui était jusqu'à présent un peu déconnectée au niveau des services, commerces, etc. Et avec un côté vraiment très patrimonial puisqu'on est sur vraiment en pleine cité UNESCO, le Palais des Papes juste derrière, la vue sur le Rhône et des bâtiments de très grande qualité. Et du coup, le patrimoine public et aussi un bon levier de sobriété foncière. Il y a beaucoup de disponibilité, il y a encore beaucoup de gisements, et ça, c'est des biens qui peuvent faire l'objet de projets intéressants en sobriété foncière. Du coup, on a travaillé sur un SCOT rural au nord du Vaucluse, où la particularité était que le PNR du Mont Ventoux s'est créé en même temps qu'on est venu, nous, arrêter le SCOT du territoire. Et donc, il y a eu un travail, on a co-construit avec le PNR justement pour mettre en place des dispositions de préservation du paysage, puisque une des volontés des élus était de maintenir ce grand paysage qui caractérisait leur territoire, qui était aussi un atout économique pour eux, qui pouvait faire venir du coup du tourisme, mais également qui mettait en avant la qualité de vie du territoire. Et il y a tout un travail qui a été fait de préservation des écrins paysagers, également de coupures vertes et puis de travail de trames vertes et bleues, qui a été intégré au niveau du SCOT, et justement la définition des zones à urbaniser s'est faite en fonction de ce travail-là, ne pas venir urbaniser n'importe où en tenant compte justement des particularités du paysage et puis de la nature alentour.